Bonjour tout le monde, je suis Dr Nderi Nia, je suis spécialiste en hématologie clinique et oncologie pédiatrique. J'ai le plaisir de voir avec vous un cours très intéressant aujourd'hui en rapport avec la neutropénie fébrile. Alors avant d'entamer ce cours, nous allons énumérer ensemble les objectifs pédagogiques de ce cours. Premièrement, il faut savoir poser le diagnostic de neutropénie fébrile. Il faut pouvoir classer la neutropénie fébrile en fonction du risque, savoir identifier les situations d'urgence pour pouvoir agir à temps et connaître les principales stratégies de prise en charge des infections chez les patients neutropéniques. Alors pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons démarrer par une introduction qui contiendra des généralités et des définitions utiles. On enchaînera avec l'épidémiologie. On verra ensemble les facteurs de risque, la présentation clinique, la classification des épisodes de neutropénie fébrile. On verra aussi les étapes de prise en charge des épisodes de neutropénie fébrile ainsi que la stratégie thérapeutique avant de terminer par une conclusion. Alors, sans trop tarder, on va démarrer par les généralités. Alors, la neutropénie fébrile, c'est une situation clinique qui est fréquente en hématologie et en oncologie, qui nécessite l'avis et surtout l'intervention d'un spécialiste. La neutropénie, c'est un motif courant de consultation en médecine. Elle peut être en rapport avec une origine médicamenteuse, infectieuse ou toxique. C'est une situation qui est potentiellement dangereuse parce qu'elle est à l'origine d'une morbidité et d'une mortalité élevée. Et la mortalité précoce est liée essentiellement au risque infectieux qui est élevé, au risque de choc septique et du décès par la suite, et bien sûr le pronostic il est directement lié à la précocité du traitement. D'où le fait d'insister sur l'urgence diagnostique et thérapeutique. La neutropénie fébrile constitue une urgence à la fois diagnostique, c'est-à-dire il faut reconnaître l'épisode de neutropénie fébrile et pouvoir agir rapidement et efficacement. Alors maintenant, on va passer aux définitions qui vont nous éclairer sur cette neutropénie fébrile. Alors, la neutropénie fébrile, elle est définie par l'association de deux paramètres, une neutropénie et une fièvre. La neutropénie est définie par un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 500 éléments par millimètre cube ou bien inférieur à 1000 éléments par millimètre cube si le taux de polynucléaire est prévu d'atteindre des taux inférieurs à 500 éléments par millimètre cube dans les 48 heures à venir. Et c'est souvent le cas devant les chimiothérapies intensive. Associée à une fièvre, la fièvre elle est définie par une température supérieure à 38,3 degrés Celsius une seule fois ou bien supérieure à 38 pendant plus d'une heure. Alors, la sévérité de la neutropénie. Il y a plusieurs grades de sévérité de neutropénie et qui sont de pronostics très différents. Alors, le grade 1, c'est quand le taux de polynucléaire neutrophile il est compris entre 1500 et 2000. Le grade 2, c'est quand le taux il est compris entre 1000 et 1500. Le grade 3, c'est quand les polynucléaires neutrophiles est compris entre 500 et 1000. Et le grade 4, c'est le grade le plus grave, c'est quand le taux de polynucléaire est inférieur à 500 éléments par millimètre cube, ce qu'on appelle une agranulocytose, où le risque infectieux est très élevé. Alors la fièvre, comme on l'a dit, elle est définie par une température supérieure à 38,3 lors d'une seule prise ou bien d'une 38 qui persiste pendant une heure. Une température inférieure à 36,5 a la même valeur pronostique qu'une hyperthermie. Alors la neutropénie fébrile, comme on l'a dit, c'est l'association des deux, c'est-à-dire une neutropénie inférieure à 500 polynucléaires par millimètre cube ou attendue comme telle dans les 48 heures à venir, associée à une fièvre supérieure à 38,3 une fois ou supérieure à 38 à une heure d'intervalle. Alors les questions principales qu'il faut se poser devant un cas de neutropénie fébrile. Premièrement, si on est devant un patient neutropénique, est-il fébrile? Si on est devant un patient fébrile, est-ce qu'il est neutropénique? Maintenant, on va passer à la rubrique épidémiologie. Alors, la neutropénie fébrile, c'est une complication fréquente de la chimiothérapie. L'incidence, elle varie en fonction de la néoplasie. Elle constitue 10 à 50% des patients avec une tumeur solide et plus de 80% de ceux ayant une hémopathie maligne sous chimiothérapie, avec une mortalité respective de l'ordre de 5 et 11%. L'incidence de la fièvre est de 10 à 50% lorsque la neutropénie dure moins de 5 à 7 jours
et elle est plus de 90% pour une neutropénie de plus de 7 à 10 jours. C'est-à-dire plus la neutropénie elle est profonde et elle est prolongée, plus de risque de fièvre il est là. Aux urgences, 45% des patients ayant une neutropénie fébrile présentent des critères de sepsis sévère ou un état de choc septique. Alors maintenant, on va passer aux facteurs de risque. Il y a plusieurs facteurs de risque devant une neutropénie fébrile, notamment le type de chimiothérapie. Est-ce que le patient il a reçu une chimiothérapie de type intensive, c'est-à-dire qui va myéloablative, qui va vraiment l'exposer à une aplasie post-chimio qui peut être profonde. L'âge du patient, les patients âgés avec un état nutritionnel, avec des insuffisances rénales, avec des hypoalbuminémies, ils sont plus à risque de faire des épisodes de neutropénie fébrile que d'autres. La maladie, le stade de la maladie, est-ce que c'est une maladie évolutive ou bien c'est une maladie en rémission? Plus la maladie elle est au stade évolutif ou bien en rechute, plus le patient il risque de faire une neutropénie fébrile. L'épisode de neutropénie fébrile antérieure. Alors, il est important de connaître les historiques des patients parce qu'un patient qui a fait déjà des épisodes de neutropénie fébrile sévère risquerait de refaire les mêmes épisodes. L'absence de prophylaxie antibiotique ou de GCSF, c'est-à-dire les facteurs de croissance granulocytaire. La présence d'une mucite. La présence d'une mucite peut exposer à des neutropénies fébriles vu la malnutrition, l'hypoalbuminémie qui peuvent favoriser la survenue d'une neutropénie fébrile. Et la mucite, bien sûr, constitue un foyer infectieux, une porte d'entrée infectieuse qui peut être siège d'infections fongiques, par exemple. Les performances statut défavorable. Un patient en bon état général risque moins de faire une neutropénie fébrile qu'un patient très altéré. Et bien sûr, la pathologie cardiovasculaire sous-jacente. Alors, si on veut schématiser, les facteurs de risque peuvent être scindés en 5 rubriques. Les facteurs de risque liés au patient, notamment l'état nutritionnel, l'hypoalbuminémie, la dénutrition, l'état cardiovasculaire. Les facteurs de risque liés à la maladie, la sévérité, est-ce qu'il s'agit d'une leucémie avec envahissement médulaire ou bien une tumeur solide, le stade de la maladie. Le traitement, la cytotoxicité, est-ce que c'est une chimiothérapie myéloablative ou bien c'est une chimiothérapie qui n'est pas très toxique. La neutropénie, le facteur de risque lié à la neutropénie, il peut être scindé en deux, c'est-à-dire la profondeur, est-ce que c'est une agranulocytose, est-ce que c'est un grade 1, 2, 3 ou 4, et la durée, est-ce que c'est inférieur à 7 jours ou bien est-ce que c'est supérieur à 7 jours. Ça, c'est un facteur très très important. Et bien sûr, en dernier, le facteur de risque lié à l'infection, le type du ou des germes en question, le site de l'infection pulmonaire, urinaire, buccale et surtout la réponse aux antibiotiques. Alors ça, c'est un tableau juste pour vous montrer qu'en fonction du type de la tumeur, le risque il n'est pas le même. Les leucémies aiguës sont les plus pourvoyeuses de neutropénie fébrile. Bien sûr, la greffe de moelle osseuse, on a le risque de neutropénie fébrile à 100%. La durée de neutropénie, quand c'est supérieur à 7 jours, le risque il devient très élevé par rapport à un patient qui a une neutropénie inférieure à 7 jours, où le risque il est faible. Et bien sûr, les pathologies associées, notamment l'hypotension, les troubles de conscience, la malnutrition, le type d'infection, comme on vient de dire, est-ce qu'il s'agit d'une infection pulmonaire ou bien d'une infection urinaire. La présence d'une mucite fait que le risque il devient très élevé parce que c'est une porte d'entrée. Et bien sûr, la réponse aux antibiotiques. Quand on a une réponse qui est lente, c'est-à-dire qu'on est face à des germes qui sont résistants. Quand on a une réponse qui est rapide, c'est-à-dire qu'on a des germes face à nous qui sont sensibles et qu'on est sur la bonne voie. Alors on passe maintenant à la présentation clinique. Alors le souci majeur devant les épisodes de neutropénie fébrile, c'est que l'examen est souvent pauvre. La fièvre est souvent le seul signe d'infection. On a peu de signes ou de symptômes en cas d'infection chez le neutropénique, ce qui rend difficile la distinction entre les fièvres d'origine infectieuse et des fièvres qui sont non infectieuses. Alors, pour classer les épisodes de neutropénie fébrile, il y a plusieurs classifications, mais maintenant on va classer en fonction de la documentation. Alors, face à un épisode de neutropénie fébrile, on a une fièvre d'origine inconnue, c'est-à-dire on n'a pas de foyer identifiable et on n'a isolé aucun germe. Et c'est le cas dans 60% des patients. Parfois, on est devant une fièvre qui est cliniquement documentée, c'est-à-dire on a un foyer,
pulmonaire, on a des lésions, des signes urinaires ou autres, mais on n'arrive pas à isoler le germe. Et ça, c'est le cas dans 10% des patients. Ou bien, on a une fièvre qui est microbiologiquement documentée, c'est-à-dire on a un foyer identifié ou pas, mais surtout on a un germe isolé, identifié, qu'on ne connaît, et ça ne représente que 30% des cas. Pour résumer, on n'a pas de diagnostic microbiologique dans 70% des cas. Alors, on est face à une neutropénie fébrile, on est obligé de traiter, mais dans 70% des cas, on ne sait pas ce qu'on traite. Alors, la classification, toujours dans la classification des épisodes de neutropénie fébrile, on a les neutropénies fébriles à haut risque et les neutropénies fébriles à bas risque. Alors, celles qui sont classées au risque sont les neutropénies avec un taux de polynucléaire neutrophile inférieur à 100 éléments par millimètre cube, ou bien une durée prévisible de la neutropénie supérieure à 7 jours. Par exemple, on a passé une chimiothérapie très intensive au patient, ou bien on lui a fait une greffe de moelle, on est sûr que la neutropénie va durer un long moment qui va dépasser certainement les 7 jours. Alors, les neutropénies fébriles de bas risque, c'est les patients qui ont un taux de neutrophile supérieur à 100 et qui sont traités par exemple pour une tumeur solide ou bien une leucémie aiguë mais qui est en rémission. Les patients qui n'ont pas de signe de sepsis sévère ou bien ceux qui ont une sortie d'aplasie attendue dans les 7 jours. C'est-à-dire on a passé une chimio qu'on sait qu'elle n'est pas très aplasiante et la sortie d'aplasie va se faire de façon rapide. Alors, juste un mot pour l'écologie bactérienne. Alors, le phénotype de sensibilité, il est très variable selon les centres. Chaque centre, il a des spécificités et il a un écosystème qu'il est dans l'obligation de bien connaître pour bien gérer ces épisodes de neutropénie fébrile. Alors, mais on a remarqué qu'il y a une tendance à une augmentation de la résistance des bacilles gram-négatifs au quinolone, notamment si l'utilisation de prophylaxie. Ça, c'est vrai que c'est variable selon le pays, mais c'est une tendance à peu près globale. Mais aussi, on a trouvé qu'il y a une augmentation mondiale des bacilles à spectre large dans le monde. Et ça, cette diapositive, elle a un intérêt majeur juste pour vous faire passer un message essentiel, c'est-à-dire il faut connaître et surveiller l'écologie locale. Chaque centre a ses spécificités, il a ses propres germes avec ses propres sensibilités et ses résistances qu'il faut identifier pour pouvoir prendre en charge correctement les patients. Alors maintenant, on va passer à l'étape de prise en charge des épisodes de neutropénie fébrile. Alors tout d'abord, il faut faire un examen clinique pour rechercher un foyer infectieux, rechercher des signes de gravité, rechercher des signes d'insuffisance médulaire. Ensuite, il faut faire un bilan paraclinique et démarrer une antibiothérapie sans attendre les résultats des bilans. Et ça, c'est très important. Tout ça doit se faire en parallèle. On doit examiner le ballot, lancer le bilan et démarrer les antibiotiques sans attendre les résultats. Et j'insiste sur un autre point qui est très important, c'est l'importance ou bien l'intérêt de la réévaluation régulière de la réponse pour adapter le traitement. Alors, toujours dans les étapes de la prise en charge, on commence par un interrogatoire. Il faut bien sûr connaître le terrain. Est-ce que le patient il a un terrain à risque? Les portes d'entrée. Est-ce que le patient porte une sonde urinaire, une voie veineuse centrale? La pathologie néoplasique en question, il faut voir le type et la date de la dernière chimio, la notion de prise de corticoïdes parce que c'est un traitement immunosuppresseur, les antibiotiques prophylactiques ou bien la prise de facteurs de croissance pour prophylaxie, le début de la fièvre et les signes accompagnateurs, ça peut orienter vers un foyer infectieux et bien sûr les signes cliniques à rechercher systématiquement, notamment les brûlures muctionnelles, la toux, la diarrhée. Il faut demander au patient et voir dans son dossier est-ce qu'il y a une notion de portage au niveau du bilan de colonisation. Et bien sûr, il faut toujours faire une liste des antécédents d'infection lors des épisodes neutropéniques antérieurs parce que les patients, ils ont tendance à réactiver les mêmes germes. Alors ensuite, on passe à l'examen clinique qui, comme on l'a dit tout à l'heure, il est souvent pauvre et la fièvre est souvent le seul symptôme. Mais néanmoins, il faut prendre les constantes hémodynamiques et la température, rechercher les signes de sepsis, à savoir un teint grisâtre, des marbrures, cyanus des extrémités, hypotension artérielle, tachycardie, troubles de conscience, insuffisance respiratoire, anurie. Il faut toujours faire un examen des aires susceptibles de s'infecter, c'est-à-dire un examen pleuropulmonaire, un examen ORL, un examen neurologique et un examen du périnée.
Et bien sûr, un examen cutané au niveau des voies centrales. Ça, c'est capital. Le bilan à réaliser devant un épisode de neutropénie fébrile. Premièrement, on commence par un hémogramme avec un taux de plaquettes, un bilan d'hémostase qui doit comprendre un TP, un TCA, un fibrinogène, la fonction rénale et la fonction hépatique, un bilan inflammatoire fait de CRP et de procalcitonine. On doit compléter par un bilan microbiologique qui doit être réalisé avant toute antibiothérapie et qui doit être refait devant le premier pic et avant de changer à chaque fois l'antibiotique. Alors, ce bilan microbiologique, il consiste en hémoculture couplée simultanément de façon périphérique et sur voie centrale. On doit compléter par des bandelettes urinaires, un ECBU, même en l'absence de leucocyturie, et on doit faire des écouvillonnages narinaires au niveau de l'anus, l'ombilic, bien sûr s'il y a des foyers suspects. Le bilan doit être complété par des coprocultures qui doivent être faits 3 jours de suite avec des examens parasitologiques des selles. Ensuite, pour ce qui est volet radiologique, on doit systématiquement faire une radiothorax, complétée si nécessaire par une TDM thoracique et abdominopelvienne et celle des sinus pour toute neutropénie fébrile dépassant une semaine ou présentant un ou plusieurs signes respiratoires. Ce qui est important à retenir, surtout qu'il ne faut pas attendre les résultats du bilan pour démarrer le traitement. Comme on a dit tout à l'heure, la neutropénie fébrile constitue une urgence diagnostique et surtout une urgence thérapeutique. Alors l'antibiothérapie, elle doit être débutée au plus tard 6 heures après le début de la fièvre, dès la réalisation des prélèvements et bien sûr sans attendre le résultat. La neutropénie fébrile est une urgence thérapeutique. Alors ça c'est schématiquement juste pour vous donner une idée sur la stratégie thérapeutique, mais bien sûr l'antibiothérapie doit être adaptée pour chaque patient et surtout aux antécédents de chaque patient. En général, on démarre par des bêta-lactamines à spectre large, notamment une ceftriaxone, cefepime, ceftazidime ou tazocilline, voire même imipenem, associés ou non à un aminoside, 6 signes de sepsis grave. Alors, mais j'insiste là pour dire que pour les neutropénies fébriles de haut risque, la prise en charge doit être un peu plus intense, voire plus agressive, comme pour les autres, avec une bêta-lactamine à large spectre, en monothérapie qui peut s'avérer aussi efficace et moins toxique qu'une bithérapie. Quand est-ce qu'on va associer un aminoside? C'est quand il y a un sepsis sévère, ou bien on est devant un état de choc septique, ou bien quand on a une forte suspicion d'infection par un bacille gram-négatif multirésistant. Les antigrammes positifs, on ne les utilise pas systématiquement, sauf si on a une suspicion d'infection liée au cathéter central, quand on a une colonisation à un staph métier ou bien quand on a des hémocultures positives à un gram positif. Bien sûr, quand on est devant un sepsis sévère ou un choc septique, on est dans l'obligation de rajouter un antigramme positif. Et bien sûr, quand on a une mucise sévère, ça reste à discuter en fonction de l'historique du patient et de ses antécédents infectieux. Ceci dit, on peut faire face à 2 cas de figure. Soit on choisit de faire la stratégie en fonction du contexte et des antécédents du patient et on décide de faire ce qu'on appelle des escalades, soit le contraire des escalades. C'est-à-dire, quand on décide de faire une escalade, on commence par un traitement probabiliste initial classique et on escalade de fur et à mesure avec des antibiotiques qui sont de plus en plus forts en fonction de la réponse au traitement. Soit on utilise la stratégie des escalades, c'est-à-dire quand on est face à un patient qui a des antécédents lourds, dont on connaît les antécédents, on doit commencer par un spectre large qui est très intense et en fonction de la réponse, s'il répond favorablement, on désescalade de fur et à mesure. Et bien sûr, si on identifie le germe, on adapte au fur et à mesure. Alors, pour résumer la stratégie thérapeutique, on doit d'abord faire un bilan initial avec une approche clinique. On doit faire des scores pronostiqués. Est-ce que le patient il est de haut risque ou bien de bas risque? Et bien sûr, lancer systématiquement et en parallèle les examens complémentaires. Une fois l'évaluation du risque est faite, on est face à 2 cas de figure. Soit on est devant un patient à haut risque qui nécessite une hospitalisation avec un traitement antibiotique intraveineux, soit on est face à un patient à bas risque chez qui le traitement peut se faire de façon ambulatoire. Et bien sûr, si complication du patient à bas risque, on est toujours dans l'obligation et on a la possibilité de l'hospitaliser pour la suite thérapeutique et vice-versa.
Alors, ça, c'est juste une diapo pour vous parler des arrêts des antibiotiques, qui reste quand même un sujet de débat entre les différentes écoles, mais il y a des risques, il y a des bénéfices à chaque stratégie. Alors, si on arrête trop précocement l'antibiothérapie, il y a le risque de rechute, de complications infectieuses graves, voire de décès. Mais si on maintient une antibiothérapie trop prolongée, il y a des effets indésirables, notamment les toxicités, les allergies, les surinfections et la colonisation par des bacilles métiaires. Et la conséquence, c'est une durée de séjour encore plus prolongée. Alors, pour conclure, la neutropénie fébrile dans la vraie vie, c'est une situation qui est très fréquente et extrêmement urgente. On ne sait pas ce que l'on traite et le plus souvent, on ne le saura jamais, mais il faut traiter vite. Alors, c'est une urgence, on est face aux faits, on est dans l'obligation d'agir. Les contraintes de la neutropénie fébrile et auxquelles on doit faire face, c'est qu'on a toujours un examen ou bien souvent un examen clinique qui est peu contributif. L'imagerie standard elle est peu contributive et le traitement essentiellement probabiliste. Mais l'intérêt, tout l'intérêt est dans la réévaluation indispensable toutes les 72 heures. Si on est devant une aggravation précoce, on est devant un échec, on est obligé d'escalader et de changer d'antibiotique. Si on est devant une amélioration, même imparfaite, on le considère comme un succès et on peut désescalader et continuer. La prise en charge, doit être prise en compte par les résultats microbiologiques et paracliniques qui vont orienter notre indication thérapeutique et nous permettre d'adapter notre antibiothérapie. Alors ici, je vous ai mis quelques références bibliographiques juste pour voir comment manager un épisode de neutropénie fébrile, la durée d'antibiothérapie et comment arrêter. Et je vous souhaite une excellente lecture de ces revues bibliographiques, certes très intéressantes. Je vous remercie pour votre attention.